Voici une discussion entre le président des États-Unis, Gerald Ford, le directeur de la CIA, William Colby, et des conseillers du président. Cette discussion, du 3 janvier 1975, a été déclassifiée en 1992. Mémorandum de conversation. Participants: Président Ford, William E. Colby, directeur de la CIA, Philip W. Butch, conseiller du président, John O. March Jr., conseiller du président, lieutenant général Brent Scowcroft, assistant adjoint du président pour les affaires de sécurité nationale. Date et temps: vendredi 3 janvier 1975, 5h30 de l'après-midi. Place: le bureau ovale, la Maison Blanche. Sujet: accusation d'activité de la CIA aux USA. Président: j'ai demandé à Phil Jack d'analyser le rapport de Colby pour moi. Mais d'abord, pourquoi ne m'avez-vous pas dit où nous en sommes? Colby: nous avons un couple de problèmes, un avec l'agence et un avec le Congrès. Déjà, les deux comités des services armés, les deux comités de crédit, et Muskie qui veut me faire témoigner. Je pense que nous avons une institution de 25 ans d'ancienneté qui a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû. Sur les dissidents, l'effort majeur était de trouver s'il y a des connexions étrangères. Nous avons infiltré certains groupes car ils pouvaient partir à l'étranger. C'était ok, mais au cours de l'entraînement dans ces groupes, ils ont écrit sur les dissidents. Nous avons passé l'information au FBI et ils nous ont passé des informations. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous voulions classer les rapports que le FBI nous avait donnés. Donc, ensemble, avec nos rapports venant de l'étranger, plus de 10 000. Alors, nous ne pouvons pas le nier, mais je vais tenter de clarifier cela. Président: quand les noms furent-ils réunis? Colby: début 1967. Ce fut formellement terminé en mars 1974. Président: quand fut la directive Schlesinger? Colby: en mai 1973. Schlesinger était concerné quand les choses ont éclaté. Les profils psychologiques et les lettres de McCord à propos de la CIA et le Watergate. Alors, pour tout découvrir, il a pris cette directive. Mon rapport avait de ça. Je découvrirai les autres maintenant. J'ai briefé Netzi en juillet 1973. J'ai donné à Stennis un briefing général et à Symington un détaillé. Il montre au président un livre à feuilles mobiles. Président: qu'est-ce que ces trois-là ont dit? Colby: j'ai dit, c'est ici, nous n'allons pas recommencer encore ça. J'ai ensuite donné des instructions spécifiques au département d'État. En mars 1974, nous avons stoppé le programme et je l'ai mis ensemble dans le programme dissident et nous les avons traités pareil. Il mentionne de l'ouverture de courrier. Nous avons un programme à New York et Los Angeles dans les années 1950 pour ouvrir le courrier aérien des premières classes venant du RSS. Par exemple, nous avons 4 courriers envoyés à Jane Fonda. C'est illégal et nous l'avons arrêté en 1973. À San Francisco, nous en avions un par rapport à la Chine pour trouver qui était leur contact. Quelques lettres furent ouvertes. Nous avons fait irruption dans des locaux pour voir s'il y avait des documents classifiés. Président: était-ce d'anciens employés ou des gens salariés? Colby: d'anciens employés. Président: qui avait été viré? Colby: un qui venait juste de partir. Il n'avait pas été viré. Président: qui pourrait avoir approuvé une telle opération? Colby: je penserais que c'est seulement le directeur de la CIA. Mais c'est possible à ce moment-là que ce soit le directeur du bureau de la sécurité. La troisième zone est le fait que nous avons surveillé des gens pour découvrir pourquoi ils avaient classifié l'information. Quelques-uns des noms sont joliment chauds. Ils mentionnent 2 reporters. En 1971, nous avons surveillé le journaliste Mike Gettler. Il avait sorti une histoire qui était une évidente fuite de la CIA. Président: qui pourrait approuver cela? Colby: je suis à peu près sûr que c'était Richard Helms, le directeur de la CIA. Mais si ça a été dirigé depuis plus haut, je ne le sais pas. Président: qui l'a ordonné? Colby: Helms. Mais si c'est de lui-même ou non, je ne le sais pas.
Ce n'était pas illégal, mais peut-être en dehors de notre juridiction. Nous avons aussi suivi quelques-uns de nos employés ou anciens employés. Malheureusement, l'un d'entre eux fut Victor Marchetti, un assistant du directeur adjoint de la CIA. Encore, ce n'était pas illégal, mais c'était une zone hautement émotionnelle. Président. Était-ce en dehors de la charte de l'agence, CIA? Colby. Helms a dit qu'il s'agissait d'une zone grise. Nous avons la responsabilité de protéger nos sources et informations. Président. Qu'auriez-vous fait? Colby. J'ai dit à ma confirmation que j'avais le devoir, mais pas l'autorité. Je serais parti au FBI, ou quelque part comme ça. Nous avons aussi mis certains sous écoute téléphonique. La plupart d'entre elles étaient sur nos employés, mais pas toutes. Le journaliste Edgar Snow, par exemple. Généralement, depuis 1965, elles ont été approuvées par le procureur général. Un autre était un démissionnaire, mais la plupart d'entre eux étaient employés. Je doute qu'avant 1963, nous avions l'approbation du procureur général. C'était de 1951 à 1965. La dernière écoute téléphonique fut en 1971. Aucune d'entre elles n'a rien donné concernant l'histoire du journaliste Hersh, mais il liste toutes ses activités comme étant une part de l'effort antidissident. Marsh. Mais Hersh dira que c'est en dehors du programme des dissidents qu'est venu l'IEC, et c'est là que les écoutes téléphoniques de Gettler et Anderson sont ennuyantes. Il dira que nous avons tourné à l'IEC pour des opérations quand nous ne pouvions pas agir avec les agences régulières. Butchen. La directive était du 9 mai. Le rapport était du 21 mai. N'est-ce pas un peu court? Colby. La plupart de ces squelettes étaient autour, mais juste dans les mémoires plutôt que sur papier. Il n'a pas fallu beaucoup pour les obtenir sur papier. Président. Qui pourrait avoir connaissance de l'opération dissidente? Colby. Le directeur des opérations de la CIA, Thomas Karamazines. L'assistant directeur, Aubert. 30 à 40 personnes étaient dans le groupe. Président. Qui a assigné Aubert sur ce projet? Colby. Quand nous avons terminé le programme, je l'ai nommé. Le général Scowcroft décrit comment la NSC était avec lui et ce qu'étaient ses devoirs normaux. Colby. C'est à ce propos. Nous avons collecté les noms de membres du Congrès qui n'étaient pas au Congrès quand nous avons eu les noms. Il donne au président un papier sur ça. Un X devant les noms signifie que nous avons clarifié le but d'une collaboration avec eux. Un Y signifie que le nom est apparu en connexion avec un pays étranger. Le président sort. Bunchen. Les dernières directives sont non datées. Pourquoi? Colby. Elles sont toutes sorties à la même date. Marsh. Ils ont essayé d'avoir tout ce qui est lié avec le Watergate. Pensez-vous qu'il y ait une connexion? Colby. Watergate est un nom de code. Seulement ce qui concerne les dissidents, et les liens ayant pu être hypothétiques avec la préoccupation politique. Butchen et Marsh posent question sur question. Le président revient alors. Président. Est-ce que le travail du contre-espionnage souffre à cause d'un manque de coordination avec le FBI? Colby. Non. Nous avons coopéré très bien. Je pense que le NSCID doit formellement réguler l'arrangement que nous avons avec le FBI depuis 1966. Colby. Nous avons évidemment un problème depuis que nous avons perdu 4 de nos plus hautes personnes. Président. Parlez-moi d'eux. Colby. C'était une activité hautement compartimentée. Angleton est un type pas comme les autres, et totalement investi dans sa mission. Il était très intense. J'ai pensé de lui demander sa retraite quand j'ai pris le relais. Je ne l'ai pas fait pour des facteurs humains. Il a aussi manipulé le compte israélien. Le vendredi, avant la publication de l'article de Hersh, je lui ai dit de se faire muter ou de prendre sa retraite. Des 3 autres, un est prêt à prendre sa retraite. Son adjoint nous a dit qu'il ne voulait pas être le chef, et il a pris sa retraite. Le 3e était le plus jeune, mais il pensait apparemment qu'il pourrait avoir le travail. Il a pris sa retraite quand il ne l'a pas eu. Helms aida Hunt à faire le travail avec Mullens quand il a pris sa retraite. Président. Nous prévoyons de faire 3 choses. Premièrement, la semaine prochaine, tous les chefs de l'intelligence devront venir ici et je leur dirai « Connaissez-vous la loi ?»
Je m'attends à ce que vous obéissiez. Deuxièmement, je vais nommer un comité de ruban bleu pour examiner tout ceci. Troisièmement, je vais suggérer au sommet qu'un comité mixte est le meilleur moyen pour eux de partir enquêter. Nous ne voulons pas détruire mais préserver la CIA. Mais nous voulons être sûrs que les opérations illégales et celles en dehors de la charte n'arrivent plus. Colby, nous avons conduit des opérations pour assassiner des leaders étrangers. Nous n'avons jamais réussi. Il cita Castro, Trujillo, le président de la République dominicaine qui a pourtant été assassiné lors d'un coup d'État fait par la CIA le 30 mai 1961, le général Snyder du Chili, etc. Il y a un autre squelette, un démissionnaire que nous avons suspecté d'être un agent double et que nous gardons confiné pour 3 ans. Il y a un autre problème très salissant. Après l'enquête du Congrès sur le ITT Chile, l'entreprise américaine International Telephone and Telegraph au Chili, et qui a été liée au coup d'État de Pinochet, il y a eu une accusation que notre témoignage n'était pas cachère. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque action criminelle que ce soit, mais il y a un sujet glissant. Il y a une ancienne règle qui est de protéger sources et informations. Vous pourriez laisser traîner les choses, mais la Maison Blanche n'a pas parlé de mon livre de squelettes. Une fois de plus, l'attitude gouvernementale confirme l'angoisse que nous ressentons à juste titre. Car si on nous révèle les horreurs d'hier, quelles sont celles qu'on nous cache aujourd'hui? Quand nos gouvernants se retournent contre nous, à qui faire appel? À la police? À la justice? Au fusil rangé dans le placard? Ou au courage d'un homme qui se bat, armé seulement de la vérité? À vous croire, un critère de sélection pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Ouais, les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!